Et bonsoir. Donc, ce soir, oui, ce soir, on va aborder effectivement ce qui est devenu un peu mon cheval de bataille, c'est-à-dire la manière dont l'histoire des Juifs durant la guerre a été quelque peu gâchée, malmenée par cette fameuse idée que les Juifs, cette fameuse malheureuse idée que les Juifs se sont laissés mener à l'abattoir comme des moutons. Et en fait, c'est cette conviction qu'il faut combattre cette idée a été renforcée par les interventions que j'ai pu faire ici ou ailleurs. Et remarque que l'on me dit, ah bon, il y a des Juifs qui se sont battus, ah bon, il y a des Juifs qui ont pris les armes. Et vraiment, il y a une immense surprise et presque, on met en doute cette réalité. Et on la met d'autant plus en doute que, effectivement, en ce qui concerne les groupes de résistants ou les juifs dans la résistance, si on prend les FTP-MOI, le groupe Manouchian fait qu'on oublie les juifs. Là, c'est l'Arménien qui cache la forêt, en quelque sorte, sans vouloir offenser personne, mais on oublie les 80% de juifs qui ont composé cette affiche rouge. Marcel Langer, en ce moment, les études, mais même depuis des décennies, les études tendent à tirer le groupe Marcel Langer, qui est donc le groupe des FTP-MOI de Toulouse, 35e brigade, vers son contenu espagnol. À juste titre, il y avait des Espagnols, il y avait des Polonais, il y avait des Italiens, mais on oublie là encore la contenance juive, plus en plus, ce qu'on ne traite absolument pas ou trop rarement, c'est que le groupe Marcel Langer a été composé à sa direction avec ce qu'on a appelé à une époque les Palestiniens, c'est-à-dire que Marcel Langer, Jacob Insel et d'autres, et un ou deux autres, sont d'abord partis en Palestine se battre contre les Anglais avant de passer en Espagne et de venir à Toulouse. Donc, ce sont des Juifs qui se sont reconnus une judéité, pas un judaïsme, mais une judéité. Et à ce titre-là, c'est trahison, me semble-t-il, de ne pas les suivre. Ce silence des Juifs sur les Juifs combattants provient aussi de l'armée juive elle-même. C'est-à-dire que l'armée juive, vous retrouverez, pour ceux qui ne l'ont pas fait, sur la page YouTube d'Hebraïka, déjà 2 ou 3 séances sur l'armée juive. Donc, je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, mais je vais résumer rapidement. Et on va voir aujourd'hui, plus spécifiquement, quelques portraits de membres de l'armée juive, des portraits que j'ai déjà tracés parfois dans un autre cadre. Je pense à Albert Cohen, parce que c'est celui que c'est un peu mon préféré, Albert Cohen, qui surnommé Bébé, mais d'autres dont j'ai moins parlé. Et il est vrai que ces membres de l'armée juive sont toujours restés dans une discrétion, dans une humilité, et jamais ils ne sont venus au-devant des caméras ou au-devant de quoi que ce soit. Donc, on a quelques livres, on a 3-4 livres qui parlent d'eux, mais des livres très confidentiels, soit ils sont épais, soit ils sont un qui est très mal écrit, donc sans intérêt. Les autres, ça ressemble plus à des dictionnaires ou le Lucien Lazare, mais anciens, qui ne sont pas réédités, donc difficiles à trouver. Et donc, moi, le cadre que je vais prendre, c'est ce cadre de l'armée juive, donc ce groupe, et on va en parler précisément, ce groupe qui est né en 1940 à Toulouse avec 2 couples, Ariane Fixman, son époux David Knut, et Polonsky Genia et Aaron Polonsky. Ce sont les 2 couples fondateurs, puis vont venir d'autres, en particulier on va voir notamment ceux qui vont s'agréger à ces groupes-là, et notamment Polonsky qui va être très important
dans le développement à partir de 1942. Et cette armée juive à Toulouse, elle va, dès les origines, partir dans 3 directions. On est pourtant en 1940, à peine la défaite affichée, exécutée. Elle part dans 3 directions. Une assistance auprès des camps d'internement. On est à Toulouse, donc Noé, Recebedou, mais aussi à Gurs. Ça, c'est la première idée. Puis après, les camps comme Rivesat, enfin tous les camps, Mérignac, Agde, etc. Et deuxième idée, une résistance morale que j'ai traitée la semaine dernière, c'est-à-dire faire en sorte que l'identité juive soit cultivée, soit réanimée, ne disparaisse pas. Et cette résistance morale, on va en parler ce soir. Et puis, dès 1940, ils ne savent pas comment, mais ça, on comprend comment ça marche. Ils ont déjà l'idée d'un groupe armé parce que c'est un groupe qui provient de l'idéologie sioniste et en particulier de l'idéologie partagée par Jabotinsky, par l'Irgun, par Menachem Begin, c'est-à-dire l'idéologie du combat, pas celle de la négociation, mais celle du combat. Et cette idéologie fait que pour eux, il s'agira de se battre. 1940, ils ont l'idée, ils ne savent pas quoi en faire. Nous, on va voir ce qu'ils en ont fait à partir de quelques exemples, des exemples de combattants, des exemples d'intellectuels qui ont combattu à leur manière, mais on va surtout commencer par les combattants. Et parce que l'idée dès 1940, c'est de créer des groupes de combat. Ces groupes de combat, au début, avaient pour objectif de s'entraîner dans la région de Toulouse, et de partir ensuite vers la Palestine pour aider l'Irgun, puis intégrer la Haganah, ce que certains ont fait, donc l'armée régulière du foyer national juif, mais d'autres ont préféré choisir rester là et combattre contre l'occupant nazi dans les maquis. Donc on a très rapidement des jeunes soldats qui sont formés, soldats et soldates, vers 2 destinations selon leur choix, la Palestine ou les maquis. Donc, les combattants, on va commencer par Reutemann. Alors, Reutemann, c'est une famille extraordinaire dont j'ai déjà parlé, parce que c'est une famille qui est composée on a le père qui fait des faux papiers, en particulier à Castres. On a les fils, Paul, que vous avez en photo, les 3 photos, là, on le reconnaît sur les 3 photos. Et j'aime bien parce que c'est à différents âges et j'aime beaucoup les montrer aussi lorsqu'ils sont à l'apogée de leur vie, quoi. Pas seulement, il y a cette beauté. Donc Paul, on va raconter son histoire. Jacques, il va être interné, Paul, celui-ci à Mérignac. Jacques va être interné à Buchenwald et un 3e frère, Léon Reutemann. À ces 3 frères, il y a en plus des femmes, notamment Léa, qui va devenir l'épouse de Paul. Donc, on a un groupe de résistants. Alors, que font-ils? Que fait Paul Reutemann? Paul Reutemann, il va, dès 1940, intégrer l'armée juive. Et dès 1940, il va d'abord aider à des évasions des camps. Il va aider à ce que En fait, qui il faisait évader, il choisissait des jeunes, ceux qui n'étaient pas dans les groupements de travail, les hommes, et qui pouvaient ensuite s'entraîner pour devenir des combattants. Et puis, par exemple, en août 1942, à la suite des rafles d'Aulus-les-Bains, beaucoup de Juifs vont quitter, il y en a près de 250 Juifs, vont quitter Aulus-les-Bains, où il y avait près de 400 Juifs assignés à résidence au pied de l'Ariège, et il va
ce sont les Juifs d'Aulus-les-Bains, de Lacaune, qui vont venir se cacher à Toulouse, et il va s'occuper de toute l'organisation pour les faire venir, pour pour les disséminer, pour les cacher ou les faire partir vers l'Espagne. Il va être arrêté à Bordeaux. Il est arrêté à Seix, près d'Aulus. Il va être emmené à Bordeaux au fort de A. Il est libéré par son frère. Il y a deux versions dans les témoignages. Je vais vous parler de témoignages inédits. Je vais vous en lire des extraits, mais pas pour Paul Rothman. Premier témoignage dit qu'il a été libéré parce que des faux papiers prouvaient qu'il devait être libéré. C'est ce fameux criblage. Des faux papiers qui peuvent prouver qu'il a un visa, par exemple, même en 1942, pouvaient permettre une évasion. Ou prouver qu'il travaillait dans une entreprise essentielle au régime nazi ou pour Vichy, permettait de sortir du camp. Et il y avait ce criblage qui se faisait. Donc, première version, son frère lui a fait des faux papiers et est allé le chercher au fort du A à Bordeaux. Le fort du A qui est maintenant à l'intérieur de l'école des juges, de l'école de la magistrature. C'est assez fascinant. Et puis l'autre version qui dit que à ces faux papiers, son frère a aussi corrompu les gardiens grâce à un diamant. Donc, mais les deux sont plausibles et les deux se rejoignent. Et donc, il va s'installer à Castres, où il va ensuite recruter des jeunes pour le maquis. Donc, lui, il a une formation d'intellectuel, comme c'est dans les sciences juives, on va le nommer rabbin, mais il refuse ce titre de rabbin. Et en Israël, on l'a même nommé rabbin de la résistance juive de France. Vous avez là voilà. Vous avez là des feuilles d'archives. Ces feuilles d'archives, en fait, qui sont totalement inédites, c'est pour les dossiers pour être, comment dire, d'abord être reconnu par les FFI et ensuite, donc ça c'est la page de droite, attestation FFI, qui a déjà été faite en 46-47, et ensuite pour obtenir des pensions, c'est surtout des pensions qui étaient demandées. Et là, on le voit, donc il est parti, ce qui est intéressant, c'est qu'il est né en Pologne, mais surtout qu'il est parti en Israël, et on voit son parcours, organisation juive. Alors, l'armée juive devient l'organisation juive de combat en 1944, ensuite arrêté, incarcération, la libération grâce à son frère, et il reprend la résistance et il reprend dans les réseaux. Il ne va pas se battre, ce n'est pas quelqu'un qui se bat, mais c'est quelqu'un qui va aider les combattants par un enseignement, par un soutien moral. Et ancien aumônier militaire, c'est faux, il n'avait pas le titre d'aumônier, absolument pas, mais il jouait le rôle. Malgré tout, pour faire comprendre au niveau des papiers, on a marqué ancien aumônier militaire. Hop là, c'est pas ça, pas encore. Comment je reviens? C'est trop tôt. Et puis l'arrestation à Seix. Donc là, on a une famille, avec Paul Rothman, on a une famille qui joint les deux pôle du combat juif, c'est-à-dire un soutien moral, le savoir, le peuple du livre, et un soutien aux combattants, c'est-à-dire que on a beau être peuple du livre, s'il faut aider les gens à tuer, s'il faut aider les soldats, les résistants à tuer des Allemands, et ben, ils vont les aider. Et on va voir dans les témoignages que la notion de guerre, elle va poser problème. L'idée qu'il faut tuer des Allemands va poser problème. Et c'est là qu'on retrouve tout ce qui est écrit dans les romans, mais aussi dans les ouvrages de Martin Buber
ou de Gershom Scholem, c'est-à-dire dans l'identité juive, on n'a pas inscrit, semble-t-il, ou parfois le dit-on, on n'a pas inscrit l'idée de guerre, l'idée de combat. Et tout le combat du sionisme, justement, a été de créer un nouvel ethos, un nouveau juif qui va prendre les armes. Et là, nous sommes dans cette métamorphose qui a commencé dans les années 20, qui continue, puisqu'on a avec ces sionistes, qui continue à ce moment-là. Et lui, j'ai voulu commencer par lui parce qu'il représente ces deux pôles, à la fois le pôle intellectuel du savoir, du rabbi, du maître, du rabbin, et le pôle du combat. Même si lui ne prend pas la mitraillette, il va aider constamment ceux qui vont la prendre. Ça, c'est un premier portrait. On va tracer comme ça quelques portraits. Alors lui, voilà, lui, on va rester un peu sur cette photo. Elle est extraordinaire, on la voit partout. Et je voudrais aller plus bas et en parler différemment. Voilà, ouais, c'est pas mal. Hop. En fait, là, j'ai fait un saut vers un site que je vous conseille très fortement. C'est le Musée de la Résistance en ligne. C'est la Fondation de la Résistance qui a mis en place, c'était en septembre dernier, une exposition virtuelle sur la résistance des Juifs en France, partout en France. Et en ce qui concerne Albert Cohen, je m'en inspire largement, d'autant que, comme vous le voyez en bas, j'ai rédigé cette notice avec d'autres, donc je ne fais pas de plagiat ni de vol, je ne fais que me citer. Pour cette photo absolument fabuleuse, je voulais venir sur ce site, d'abord pour vous le montrer, donc, Fondation de la Résistance, en ligne, parce qu'il y a deux sites, mais celle-ci sur les résistances juives, c'est vraiment le travail le plus abouti qui soit pour l'instant, ou qui est pour l'instant même, mais il est virtuel, bon, donc accessible à tous, il n'est pas en ligne. Alors cette photo, absolument fabuleuse, je voulais y rester un peu, mais je pense que je ferai carrément l'année prochaine une émission entière autour de cette photo. Mais là, nous avons le petit Albert Cohen d'1,56 m, au maquis de l'Espinassier, je vais l'expliquer. Nous avons cette femme dont on ne sait rien, et si vous avez des choses, on est preneur. Puis Freyman, lui, on le retrouve. Jacques Lazarus, donc de gauche à droite, qu'on a évoqué, qui est un peu le commandant jusqu'à ce qu'il se fasse griller, enfin griller au sens de l'espionnage, et il va franchir les Pyrénées, il va partir en Espagne pour s'occuper justement des jeunes qui arrivent en Espagne. Henri Broder, dont on parlera, et Pierre Loeb. On a là quasiment le staff d'officiers. Albert Cohen, lui, c'est l'agent de liaison. Voilà, on a la photo encore plus proche. Mais ce qui m'intéressait, c'était tous ces noms. Alors, Albert Cohen, bon, on a la notice, je ne vais pas vous lire la notice, mais je voudrais plus simple, comment dire, hop, je voudrais rester un peu avec lui parce que c'est un personnage fabuleux. Alors, voilà, il est là. Pourquoi Voilà. Non, il n'y a pas de titre. OK. Alors, Albert Cohen, le plus simple, je peux vous en parler, mais le plus simple, bon, il était officier, il a été démobilisé. Très vite, il est venu s'engager dans l'armée juive. Et je vais vous lire, pas son témoignage, mais une petite partie de son témoignage, parce que j'aime beaucoup la première personne et j'aime beaucoup la manière dont ils écrivent leur propre témoignage. Mais d'abord, ces témoignages ont été récupérés par Annie Latour et je voudrais rendre hommage à Annie Latour. Voilà. Hop. Et Annie Latour, voici ce qu'elle dit. J'ai ça. OK.
Voici ce qu'elle dit d'Albert Cohen. Albert Cohen, appelé bébé par tous ses camarades, est l'image même de la fidélité. Second de Polonsky, il était homme de liaison. C'est pour ça qu'il est sur la photo. Il faisait la liaison entre le maquis et Toulouse, où était le centre de commandement. On le trouvait partout où il y avait des missions dangereuses à remplir. Il faisait des passages vers des Pyrénées, portait des consignes du comité directeur au maquis, des messages du maquis au comité directeur, et rares étaient les cas où ses valises n'étaient pas remplies d'armes. Le voyant passer à toute vitesse sur son vélo, on disait « Voici bébé sur son cheval ». Alors, comment il est arrivé à Toulouse? Donc, il a été sous-officier dans l'armée, démobilisé à la défaite, et comme il n'a pas été fait prisonnier, et comme il était juif, il ne pouvait plus rejoindre l'armée. Donc, rien du tout. Et jeté de l'armée. Et il arrive à Toulouse le 2 décembre 40, parce que son frère est là. Alors, je vous lis quelques extraits de son témoignage. Nous nous adressons à la synagogue, donc rue Palapra. Et là, on nous indique qu'il existe un cercle d'études avec des cours d'hébreu. Ce cercle était dirigé par David Knut et il était déjà, au début de 41, un moyen pour recruter les membres de la résistance future. Et tout de suite, comme c'est un ancien officier, un soldat, ils vont tout de suite l'engager et ils vont lui donner une mission. Sa mission, c'est d'ouvrir une boutique de pièces détachées, une boutique d'électricité qui va servir de couverture. Celle-ci se trouvait précisément 17 rue des Remparts. C'est faux, c'est pas au 17, mais c'est la mémoire, c'est le témoignage, et c'est intéressant la fragilité du témoignage, parce que le 17 rue des Remparts, c'est le commissariat central de l'époque, là où va être arrêté Marcel Langer, bastonné, il va être bastonné là-bas, avant d'être envoyé à la prison Saint-Michel. Et donc, ce n'est pas au 17. J'ai retrouvé un autre témoignage qui indique le 2 rue du Rempart Saint-Étienne, ce qui est beaucoup plus juste, parce que c'est en face de la police. Et dans cette boutique d'électricité, l'arrière de la boutique servait à faire des faux papiers, pas seulement. J'étais sous-officier. Polonsky m'a proposé de participer à l'instruction militaire des jeunes. Donc c'est ça, là on est dans les combattants, ceux qui vont se battre complètement. C'est à cette occasion que j'ai fait la connaissance d'Alfred Nakache, le champion de natation. Lui-même était juif algérien et très sympathisant à la cause juive. Il avait tout un salon de gymnastique et c'est là que nous faisions l'éducation physique. C'est dans la rue qui est perpendiculaire à la rue du Languedoc. Et Albert Cohen, il avait rejoint, je vous rappelle, son frère à Toulouse, son frère qui s'appelle Simon, et qui complète le témoignage d'Albert. Je viens de quitter mon travail. Rendez-vous m'a été donné rue du Languedoc, à l'académie du fameux champion Alfred Nakache. Je rentre et aussitôt je vois des visages nombreux et familiers. Nous nous mettons en tenue légère et sous la direction de Nakache, nous accomplissons 1 heure de mouvement, jeu, etc. Nakache est un garçon charmant qui a un caractère doux, contrastant curieusement avec sa carrure de nageur de première classe. Il est sympathisant avec des jeunes qui l'entraînent. Il n'a pas la curiosité d'en savoir davantage. Et cette phrase, elle est terrible, mais c'est une phrase qui date de 1976. Donc, je recommence. Il n'a pas la curiosité d'en savoir davantage. S'il l'avait fait, peut-être n'aurait-il pas été déporté. Et nous savons que non seulement il a été déporté, mais que sa femme et que sa fille de 3 ans ont été, elles, assassinées. Ensuite, il va faire agent de liaison un peu partout en France parce que l'armée juive va s'étendre en France et chaque ville a en quelque sorte un héros. Par exemple, à Lyon, le héros de la résistance juive, c'est Ernest Lambert. Bien, Ernest Lambert faisait à peu près le même travail qu'Albert Cohen, dit bébé, c'est-à-dire qu'il avait une boutique
qui servaient de repère, de refuge, et les armes pouvaient passer dans les radios, quoi, dans des postes de radio. Et donc, il va à Lyon, c'était lui, et il va former le corps franc. Alors, ça, c'est hyper intéressant, parce que dès le début, donc, on a, comme je vous l'ai dit, l'idée de faire, enfin, ils ont l'idée de faire de l'armée, quoi, des soldats. Alors, c'est quoi un corps franc? Un corps franc, c'est un groupe de soldats prêts à se battre, armés, et dans la ville, ils font de la guérilla urbaine, ou bien, et aussi, ils protègent les réunions de la direction. Donc, c'est ce que fait Albert Cohen. Il crée le premier corps franc de l'armée juive à Toulouse, et il va ensuite le faire à Nice, à Lyon, à Megève et à Paris. Et donc, ils sont comme cela très actifs sur la France. En 1944, le STO vient le chercher. Il a, malgré le tampon juif, mais il a des faux papiers qui n'ont plus le tampon juif. Et donc, il va quitter Toulouse parce qu'il est repéré. Et il va se rendre justement là où on voit cette photo, au maquis de l'Espinassier. Il va se rendre là. Et je voudrais vous lire, parce que ça aussi, c'est ça qui me fascine. Quand on lit ces témoignages, quand on lit ces récits, c'est fascinant de voir comment certains ont échappé de très peu à la mort, comment ça se jouait à pas grand-chose. Et on le sait dans toutes ces histoires, dans ces 6 millions de morts juifs, dans ces 75% de la population juive de France qui a été sauvée, ça se joue à pas grand-chose. Et je voudrais vous lire un récit un peu long, pas très long, mais un paragraphe, mais qui montre comment ça se joue à rien. Donc, il est au maquis, il est avec Jacques Lazarus, qui est sur la photo, et René Capel, dont j'ai parlé la semaine dernière, qui était le rabbin, et qui était, lui, un aumônier, un vrai. Donc, en arrivant à Castres, nous rencontrons René Capel, qui nous annonce qu'on venait d'arrêter tout un convoi qui venait de se former avec, entre autres, Jacques Reutemann, donc le frère de Léon dont je parlais tout à l'heure. Nous marchions dans les rues de Castres. J'avais mes grosses chaussures, mon havre-sac, mon appareil photo. Et tout à coup, nous nous voyions interpellés par 2 Allemands à bicyclette. Ils nous avaient croisés, puis ils se retournent et reviennent vers nous, s'arrêtent et nous demandent « Vos papiers ?» Nous n'en menions pas large et nous nous mettons à chercher nos papiers qui, bien entendu, étaient tous faux. Mais voilà qu'après avoir regardé les papiers, ils s'avisent que j'ai un appareil photographique. Au maquis, j'avais pris des photos de notre groupe en armes, la photo que vous avez sous les yeux. Si les Allemands avaient trouvé ces photos, j'étais bon pour être immédiatement fusillé. On est en 1944. Je vous rappelle qu'en 1944, la situation de la France a changé. Elle est devenue un pays ennemi et que l'armée allemande, la Gestapo en particulier, mais les autorités, tout le personnel allemand, n'est plus obligé d'en référer à la police française, à la police de Vichy. Et c'est à ce moment-là que les arrestations se font plus nombreuses et que les exécutions se font de manière très répétée et de manière quasi systématique. C'est à ce moment-là qu'on va vider, par exemple, la prison Saint-Michel pour des exécutions sommaires, sans jugement. Et on cherche encore l'identité de certains corps qui ont été retrouvés plus tardivement. Donc, j'étais bon pour être immédiatement fusillé. « Ouvrez cet appareil », me dit l'Allemand. Je l'ai ouvert du côté de l'objectif. Voilà, je l'ai ouvert du côté de l'objectif et l'Allemand ne s'en est pas rendu compte. Ainsi, j'ai pu garder cette pellicule. Donc, je ne sais pas comment fonctionne l'appareil photo, mais en tout cas, il a pu berner l'Allemand et comme si l'appareil était vide. Une fois que les Allemands se sont éloignés, Capel en a entendu un qui disait « J'aurais été content de les embarquer, ces 3-là. » Et il nous a dit, c'est Capel, « Dépêchez-vous et disparaissez. Avec Lazarus, nous nous sommes
embarqués en toute hâte dans le train. Donc, ils sont partis. Et puis, il raconte une autre arrestation, rue Tripière, dans laquelle Friedman a été le seul arrêté. Là aussi, c'est un peu long, mais je ne vais pas le lire en entier. Puis, il raconte l'arrestation de la rue de la Pomme, que j'ai déjà raconté aussi, dans laquelle Ariane Fixman a été immédiatement assassiné par la milice. Ce qui est intéressant, c'est que rue Tripière, en fait, 44, l'étau se resserre. Il y a à la fois des dénonciations, pas de trahison, et ça, Polonsky le dit très souvent. Très étonnamment, il n'y a pas eu de trahison. Aucun membre de l'armée juive n'a été retourné. Mais on a les dénonciations. Et dans les archives de Polonsky, je retrouve notamment des plans pour mettre à mort les dénonciateurs. Donc, c'est une guerre, une vraie guerre. Bon, là, en tout cas, simplement, rue Tripière, il y a des soldats partout. Il y a vraiment un guet-apens. Et dans ce guet-apens, à la fois Polonsky parvient à s'en tirer et Albert Cohen. Donc, et Albert Cohen, comment il s'en est tiré? Ben, simplement, il est passé, il a resserré sa cravate pour se donner une contenance et les Allemands lui ont rien demandé. Et donc, de l'autre côté, c'est son témoignage, de l'autre côté de la rue Tripière, donc rue de la Bourse, se trouvaient Lazarus et d'autres camarades qui avaient également rendez-vous et qui m'ont vu passer à travers le barrage des miliciens. Lazarus disait « Bébé passe toujours ». Bon. Et de la même manière, dans le guet-apens de rue de la Pomme, il a réussi, parce qu'il était en retard, il a réussi à s'échapper, il a réussi à sauver Raoul Léonce, dont je vous reparlerai, et il a réussi à survivre. C'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. Rue de la Pomme, j'en ai parlé, là aussi, je suis en train de croiser les témoignages, ils ne disent pas tous la même chose. Rue de la Pomme, on sait qu'il y a Ariane Fixman et Thomas Bauer. Thomas Bauer est immédiatement blessé et il va mourir à la suite de ses blessures. Ariane Fixman, comme le dit Albert Cohen, Régine, c'est son nom de guerre, tomba sans un cri. Voilà. Mais ce qu'il raconte, c'est cette tragédie, suite d'une dénonciation, coûtait à l'armée juive 2 morts, ainsi que 3 autres victimes. On sait que sur la plaque rue de la Pomme, il y a les noms d'Ariane Fixman et de Thomas Bauer. Mais il y a 3 autres victimes qui tombèrent entre les mains de l'ennemi. Et là, ce sont des noms après lesquels je cherche des identités, peut-être pas des images, mais des faux papiers, quelque chose. Les 3 personnes qui ont été arrêtées dans le même appartement, rue de la Pomme, Armand Lux, Jacques Sarment et David Blum. Ils furent torturés et déportés. Et là, ce que nous apprend Albert Cohen, Jacques Sarment succomba à la maladie, Armand Lux et David Blum sont revenus. Et pour Polonsky, le chef, il n'est jamais revenu, David Blum. Donc, je continue à mener l'enquête. En tout cas, cet Albert Cohen, 1,56 m, brun, un petit air à la Charlie Chaplin, qui a complètement marqué tous les esprits. Parmi les... dans la photo, je voudrais m'arrêter quelques instants sur Henri Brodeur. Là, j'ai pris, en fait, pas au hasard, évidemment, mais j'ai pris des cas très différents. Henri Brodeur, lui, il est français. Il est en français, il est né dans le 12e arrondissement. Son père s'est installé en 1920. Il est de culture totalement française. Il est même pas identifié comme juif parce qu'il refuse de se signaler auprès du commissariat général aux questions, enfin d'abord à la préfecture, puis du commissariat général à la question juive. Et
il va rencontrer d'abord un Belge sioniste qui va l'envoyer vers Toulouse et vers Reutemann, dont on vient de parler. Et il va, à ce moment-là, entrer dans la résistance et c'est l'une des grandes figures du maquis. Moins connu que Lazarus, moins connu que Pierre Loeb, c'est pour ça que je voudrais en parler un peu. Donc, quelques extraits de son témoignage, assez rapides. Au moment de l'occupation, le problème juif, entre guillemets, a été une surprise pour moi, car j'étais tout à fait assimilé et me sentais entièrement français. Étant lycéen à Paris, j'ai refusé de porter l'étoile jaune, donc en 1942, et c'est ainsi que vers l'âge de 18 ans, je suis parti de chez moi vers l'aventure. J'ai été en zone libre, donc l'étoile jaune c'est 42, la zone reste encore libre 2 mois après l'obligation de porter l'étoile jaune. Ou dans la zone sud, vous le savez, il n'y avait pas cette obligation. À Nîmes, où j'avais de la famille, j'ai rencontré 2 jeunes sionistes. Bon. Donc, il s'engage pour le sionisme, et voilà ce qu'il dit, puisqu'on veut que je sois juif, soyons-le, et faisons quelque chose pour le judaïsme. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que pour lui, faire quelque chose pour le judaïsme, ça ne va pas être de prier, d'étudier, mais de se battre. Et c'est là qu'on a ces combattants, c'est là qu'on a non pas cette génération, parce qu'on a les Maccabis depuis des siècles, mais qu'on a une autre personnalité inhérente à la judéité, qui est celle du combat. Et donc, en décembre 1943, écrit-il, un maquis juif avait été constitué à Bic et on m'a donné l'ordre de m'y rendre. Voilà. Ensuite, il a pris contact avec Jacques Lazarus, il est dans le maquis. Il y a quelque chose qui est important pour bien comprendre ces maquis, c'est très clair. Notre but, à nous, maquis juifs, était de préparer et d'endurcir les jeunes qui voulaient s'engager dans la brigade juive en Palestine. Nous recevions donc de temps en temps une vingtaine de jeunes venant d'un peu partout, France, Belgique, Hollande. Nous les entraînions avant qu'ils ne passent la frontière. Donc, on voit ici la volonté de ces maquis, c'est pas combattre les nazis, pas dans un premier temps, et on va voir, ça a été discuté. Ensuite, ce maquis est très important, et c'est là que nous avons des combattants qui vont être remarquables et qui vont être remarqués et qui vont pouvoir ensuite intégrer les forces françaises de l'intérieur, ce qui n'était pas évident. Il faut bien voir que pour que les maquisards intègrent les FFI, donc soient reconnus en quelque sorte par De Gaulle, pour aller vite, il fallait passer une sorte d'examen. Et il fallait, à ce moment-là, faire en sorte de le pas. On va voir pour Raoul Léon, il ne va pas réussir. Il ne va pas réussir le premier examen. Mais les maquis, ceux qui étaient dans ces maquis, en général, n'avaient pas de problème, sauf Raoul Léonce. On verra pourquoi. Il y a quelque chose. Bon, il y avait une attaque du 20 juillet. Non, c'est lui qui raconte une histoire absolument très intéressante. C'est que, voilà. L'attaque du 20 juillet, ils ont fait des prisonniers allemands. Ils ont fait des soldats prisonniers. Sauf que ils ne savaient pas quoi en faire. Ils ne voulaient pas les fusiller sur place. Ce n'était pas dans leur idée. Faire la guerre consistait à se battre, consistait à tuer au sein du combat, mais pas à tuer des prisonniers. D'autant que c'est un crime de guerre. Donc, ils ont relâché ces prisonniers allemands. Sauf que ces prisonniers allemands, une fois relâchés, vont réintégrer la Wehrmacht et vont à nouveau se battre. Et c'est là qu'il y aura, à ce moment-là, de grandes pertes pour tout le monde. Et donc, comme il écrit, naturellement,
la colère a grondé parmi nous. Et quand plus tard nous avons tendu des embuscades aux Allemands qui se repliaient, nous n'avons pas fait de prisonniers. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique dans la faiblesse de l'humain, dans ce trait d'humain. On ne veut pas céder, on ne veut pas devenir des bourreaux, on ne veut pas devenir des tueurs, mais la guerre nous y amène et finalement, on n'a pas le choix. Et puis, ce qu'ils disent tous, c'est qu'ils n'en veulent pas aux Allemands. C'est un peu comme Marcel Langer ou Manouchian dans sa fameuse lettre « On n'en veut pas aux Allemands ». Mais ce qu'il dit, c'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas conscience de la Shoah. Ils n'avaient pas conscience de la gravité de la Shoah. Parce que là, on n'aurait pas pu écrire, un Marcel Langer ou un autre n'aurait pas pu écrire « Je n'en veux pas aux Allemands, c'est la guerre, c'est comme ça ». Il y a une abomination dont ils n'ont pas conscience, qu'ils ne connaissent pas à ce moment-là, et qui change un peu les règles du jeu. Sauf que, bon, après, il ne fera plus on regarde la dernière fois Henri Broder, qui est, voilà, avec sa mitraillette. Alors, les armes arrivaient, comme ils se sont intégrés dans des maquis qui étaient reliés aux maquis de l'armée secrète. L'armée secrète, ce sont les maquis qui étaient reliés au gaullisme, eh bien, ils bénéficiaient des armes. Et alors, celui qui a essayé, c'est Raoul Léonce. Raoul Léonce, son histoire commence à Lacaune. C'est comme dit Jacques Fijalkov, c'est un enfant de Lacaune. En fait, il a été assigné à résidence à Lacaune et il va très vite s'en échapper et très vite, il va intégrer l'armée juive. C'est un Belge, il est né à Bruxelles, comme disent les Belges, à Bruxelles, nous on dit Bruxelles. Et son histoire est assez intéressante parce que en 1944, cet homme, donc ça c'est le dossier pour avoir le titre dans le FFI et donc toucher à la fois une reconnaissance, ça c'est hyper important, et aussi toucher une pension, mais au moins cette reconnaissance. Et la déclaration de Léonce, dit Raoul, parce qu'il s'appelait le commandant Raoul, c'était un peu son nom de guerre, et donc fausse. Cet officier venu avec son groupe s'incorporer au groupe colonial et a été nommé à titre fictif chef de bataille. Bataillon, ouais. Donc, en fait, l'histoire de Raoul Léonce est très représentative de l'histoire de l'armée juive. C'est-à-dire que Raoul Léonce est envoyé par Polonsky pour intégrer de manière quasi anonyme, en tout cas incognito, un groupe de maquis du côté de la Forêt-Noire, exactement. Bon, je retrouverai. Corps franc de la Montagne Noire avec Roger Montpezat. Et le truc, c'est qu'il intègre ce groupe de la Montagne Noire en tant que résistant, sauf qu'il est toujours aux ordres de l'armée juive. Et il est en quelque sorte là pour apprendre les armes, pour apprendre et ensuite créer le groupe. Il va devenir, enfin, il n'aura pas l'occasion parce qu'il va être blessé à rue de la Pomme et il va pas pouvoir créer son groupe quand même. Mais le fait est qu'il devait obéir à Polonsky, qu'il appelait à Toulouse pour des missions spéciales. Donc, il désertait le groupe où il était intégré et il se faisait à chaque fois réprimander, ce qui fait que son dossier n'était pas bon. Son dossier était d'autant moins bon que, attendez, je l'enlève, on a... Enfin non, c'est pas ça. Il était d'autant moins bon qu'il a menti lui-même, et ça, il ne faut pas mentir. Voilà. En fait, pourquoi il a menti? Parce qu'il se déclare célibataire. Ah oui, on lui dit qu'il a le goût de l'intrigue, il manque entièrement de franchise, il doit être rayé des FFI, enfin c'est grave. Et en fait, il a effectivement menti parce que il s'est marié, mais il ne l'a jamais déclaré. Il s'est marié le 25 janvier 1944 à Roumains, en Haute-Garonne,
Il est le père d'une fille qui est née à Revel le 21 janvier 1944. Et ça, il ne l'a jamais dit. Et d'ailleurs, on a perdu cette race. Il faudrait voir avec Jacques Fijalkov, avec Sandra Marc, qui ont travaillé sur Raoul Léonce. Mais on a un peu perdu. Enfin, moi, j'ai perdu cette race. Et d'ailleurs, dans les témoignages recueillis par Annie Latour, il n'y est pas. Et le premier avis, c'est ne réunit pas les qualités suffisantes. Non, moralité qui paraît douteuse. Pauvre, enfin, ensuite, c'est Raoul Léonce, il n'empêche, c'est un officier qui s'est battu, qui a fait des coups, et finalement, il a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'en 1945, il intègre les FFI. On a un grand commandant qui est là, de Kervanel, qui témoigne pour lui et qui témoigne de sa bravoure. Ces trois exemples de combattants, quatre. Ces quatre exemples de combattants, hop, nous montrent que se battre n'était pas une chose, même pour des soldats, se battre n'était pas une chose aisée. Il fallait aller au-delà de scrupules moraux. Il fallait aller au-delà d'une éducation, malgré tout, qui montre une forme de charité, qui montre les 10 commandements, qui montre tu ne tueras point. Et ce qui est très beau, c'est que Paul Rothman va aider des combattants. Albert Cohen va aider des combattants, il va apprendre à se battre, il va leur enseigner à se battre. Raoul Léonce, c'est une personnalité différente parce que lui, il est effectivement, il ne va pas se poser de scrupules, mais il va être victime de 2 guet-apens, il va à chaque fois survivre, en particulier celui de rue de la Pomme. Et Raoul Broder, on le voit, c'est hyper intéressant, il a une tête de jeune de yeshiva, mais non, et pourtant il va le dire, on ne voulait pas mettre à mort les prisonniers, il fallait s'en occuper, on n'a pas pu. Et je voudrais conclure, parce qu'après j'ai préparé sur les éducateurs, mais ce sera pour plus tard. Les éducateurs sont fascinants, je vous donne juste les noms que j'avais choisis parce qu'ils sont magnifiques, Arnold Mendel et Maurice Hausner. Mais j'en parlerai la prochaine saison. Mais je voudrais conclure et sur finalement la manière dont ces Juifs, pendant la guerre, ont constitué ce que l'on... Oh là, quoi ça, cette tête-là? Hop, voilà. Ont constitué ce que l'on a appelé... enfin, non, ce n'est pas ce que l'on a appelé. Au XVIe siècle, quand on travaille sur les protestants, on utilise très souvent la plume et l'épée. C'est-à-dire que le protestantisme a dû se battre la nuit de la Saint-Barthélemy, etc. Et on avait à la fois ceux qui écrivaient, comme Agrippa d'Aubigné, et ceux qui se battaient. Et donc la plume et l'épée. Ici, pour la résistance juive, je vois bien une formule comme l'esprit et le revolver. C'est-à-dire qu'on a exactement la même dialectique et la même complémentarité, c'est-à-dire on n'a jamais affaire, comme chez les protestants, à des brutes épaisses qui vont se battre et ce sont des mercenaires, ou rarement, mais on a affaire à des esprits qui ont choisi de se battre. Et ça, c'est absolument passionnant et c'est ça qui fait la singularité de la résistance juive. Cette résistance juive va permettre de créer cette nouvelle personnalité. Et la preuve en est que ensuite, ces résistants sionistes vont être actifs ailleurs. Par exemple, Arnold Mendel va, je vérifie parce que je ne sais plus si c'est Mendel ou Hausner, qui vont être, c'est plutôt Hausner, qui va, je ne veux pas dire de bêtises, donc, il y en a un des deux
qui a participé à l'Exodus, qui a participé, donc c'est pas lui, donc c'est Arnold Mendel, qui a participé à l'Exodus, dont on commémore d'ailleurs lundi, l'Exodus c'était 1947, on commémore lundi ce fameux bateau qui est parti et qui a connu le sort que l'on connaît, enfin, qui a rencontré le sort que l'on connaît, puisqu'il n'a pas pu débarquer en Palestine, qui deviendra Israël. Et on a ainsi, moi ce que je voudrais rendre hommage à ces gens, parce que on a l'impression qu'Israël a été créé par, certes, des Sabras, qu'Israël a été créé par des hommes et des femmes qui sont venus d'Europe de l'Est dans les années 20, mais Israël a aussi été créé à partir de la fin de la guerre, à partir de 1945, par ces hommes et ces femmes qui se sont battus en France, qui ont survécu, qui ont appris le métier des armes ou qui ont appris des métiers agricoles. On aura l'occasion d'en parler dans les fermes, la ferme de Chary, par exemple, près de Lyon, et finalement, dans l'histoire d'Israël, on a de nombreuses composantes, et on a cette composante juive de France. Dernière chose, ce qui est remarquable dans l'armée juive, c'est cette modestie, cette humilité. Si Annie Latour n'était pas allé les chercher, ils n'auraient pas raconté leur histoire. Ils ne la racontent que quand on vient les chercher, y compris dans les colloques. Mais personne n'a écrit un grand livre en disant « j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Et il me rappelle un très beau documentaire de Moscou, des terroristes à la retraite, où il reprend justement les membres de la 35e brigade et des FTP Moy, et ils racontent leur histoire, mais leur histoire faite de violence, de sang, de larmes, de passion, tout en continuant à repasser, tout en continuant à coudre, tout en continuant à reprendre leur métier antérieur. Et c'est ça qui est très, très beau chez ces hommes et ces femmes. Ils ont fait des choses absolument magnifiques, mais à aucun moment, comme d'autres ont pu le faire, ils ne sont venus dire « j'ai fait ceci ». En revanche, ils ont continué à agir depuis 1940 jusqu'en 1944, jusqu'à la libération. De la libération, ils ont continué pour la création de l'État d'Israël et finalement, ils ont continué avec cet idéal juif pour les Juifs. Et c'est ça, l'armée juive. C'est une armée qui se bat pour les Juifs. Je vous remercie. Merci. Et Merci beaucoup, Maurice. C'était passionnant. ouais, c'est des portraits, mais c'est des portraits. Même avec un problème technique que j'ai eu, mais ça m'a passionné. Bon. Moi aussi. Et si vous avez des questions, des remarques, c'est avec plaisir que je tenterai d'y répondre. J'en ai une, si vous m'entendez. Oui, on t'entend bien. Moi, je suis très émue de voir pour la première fois Paul Rothman en photo, puisque c'est un ami de ma mère avec son frère Jacques et Paul. Et ils s'étaient réfugiés à Toulouse. Et leur couverture, c'était la fac d'anglais avec le directeur d'Autun qui les inscrivait à la fac. Et c'est comme ça qu'elle les avait connus et qu'elle a fait des trucs avec eux. Qu'elle ne m'a jamais raconté. Et je connais ça, qui était venu à la maison, je sais, avec sa femme. Bon, voilà. Et il portait la kippa? J'étais trop petite. Non, Jacques, non, il était médecin à oui, Paris. oui, d'accord. Paul, il est reparti en Israël. Il est parti après la guerre, il est parti en Israël. Il était rabbin. Moi, je l'avais trouvé ses traces comme rabbin. Je n'ai jamais trouvé de leurs traces et c'est toi qui m'as fait découvrir. Parce que j'ai cherché. C'est une famille extraordinaire. Hein. Une famille extraordinaire, totalement inconnue. Totalement inconnue. Oui, il n'y a aucune trace. J'avais demandé même à Monique Lise-Cohen si elle les connaissait. Pourtant, dès le début, ils étaient là. Hein. Dès le début, il y avait Rothman. Et ils reviennent constamment par rapport à la synagogue Palapra et à ce groupe d'études, les noms de Rothman, Osner et il s'appelait Strauss et il devient Claude Vigée. Et donc, on a ce groupe-là qui sera en permanence actif. Et dès le début. Donc, bon, après,
Après, elle n'avait pas, enfin, je ne sais pas. Mais ils sont là. Ils sont là, et bien là. Et on doit leur rendre, enfin, ils font partie de tous ces gens à qui il faudrait rendre hommage. Mais ils sont, mon problème, c'est que, enfin, notre problème, c'est qu'ils sont tellement nombreux, on ne sait plus quoi faire, quoi. On n'a pas de nom de rue, on n'a pas de plaque, on n'a rien. Il y a un chantier pour 50 ans à venir. Parce que c'est long faire des choses, on le sait, hein. Mais il y a il y a un chantier immense. Moi, ça me touche beaucoup, personnellement. Merci. Merci. Merci, Maurice. Bon, bah écoutez, je vous Merci remercie beaucoup. d'avoir assisté. On continue. Je ne sais plus ce qui s'annonce les semaines à venir. Normalement, c'est Anne qui nous annonce le programme. Mais je vais le... Il faut mettre sur Facebook parce que la semaine dernière, je n'ai pas été au courant. Non, si. Là, j'ai su par Facebook. Oui, oui. De toute façon, ça apparaîtra à nouveau sur Facebook. Ce Sur qui le site nous de attend, Anne est allée le chercher. Oui, je ne pense pas aller voir le site. Je ne sais plus, je sais que je l'ai écrit par là, mais en tout cas, il y a des séances chaque semaine et Je ne pense pas. Je sais plus où je l'ai mis. on l'a envoyé, on l'a écrit partout, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous n'y êtes pas, regardez Facebook. On l'a envoyé aussi aux adhérents pour ça, même la lettre, je ne la retrouve pas. On l'a envoyé aux adhérents d'Hebraïka. En tout cas, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. C'est Easy, si ma mémoire est bonne. C'est Easy. Ouais, c'est le 15, c'est pas le 8. Ouais. Ah, c'est le 15. Merci, Claude. D'accord. Et le 22, c'est Roger. Voilà, le 15, c'est ici. Le 22, c'est Roger. Et le 29, on se retrouve tous les trois pour vous dire au revoir. Et on ne pourra pas partager une coupe de champagne, mais on vous embrassera par écran interposé. En tout cas, merci d'avoir assisté. Rendez-vous sur la page YouTube qui fonctionne très bien et diffusez-le autour de vous. Et à très bientôt. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci. Ciao. Au revoir, Maurice. Au revoir. Bye, Tout le monde. Au revoir, tout le monde. Au revoir.